La famille d'Alejandro était on ne peut plus ordinaire. Et il n'y avait rien de mal à cela. C'était toute leur existence. Son père travaillait comme commerçant à l'usine locale. Le salaire était correct, mais pas exorbitant. Sa mère, femme au foyer, effectuait occasionnellement des travaux de couture à domicile pour arrondir ses fins de mois. Cette famille avait assez d'argent pour vivre décemment et subvenir aux besoins de ses 2 enfants. La petite Fina était en CE2. C'était une fillette très active et joueuse, aux yeux gris rusés. Elle adorait aller aux expositions d'art et aider sa mère à découper des patrons de vêtements, mais elle aimait encore plus son frère aîné. Sandro était au collège et devait passer au lycée l'année suivante. Il était plus posé que sa sœur, mais on pouvait difficilement le qualifier d'ennuyeux. Il était juste plus âgé, c'est tout. Le garçon adorait passer son temps libre à jouer aux jeux vidéo. Compte tenu de ses activités extrascolaires à l'école et de son entraînement de CrossFit, il ne passait pas beaucoup de temps sur l'ordinateur. Au contraire, ses séances de jeu lui étaient bénéfiques. En réalité, c'était seulement dans le jeu qu'il pouvait communiquer librement avec les autres. Ses camarades de classe lui semblaient trop bêtes et ses camarades l'agaçaient par leur irresponsabilité et leur désir de suivre les tendances. Cependant, à cette époque, il ne se doutait pas encore des difficultés de communication qui l'attendaient. Soudain, ses parents annoncèrent leur déménagement. Il s'avéra qu'ils pensaient depuis longtemps que 2 enfants de sexes différents ne devaient pas partager la même chambre, et ils reportèrent donc l'achat d'un nouvel appartement. Bien sûr, il devait encore contracter un prêt immobilier, mais il disposait déjà d'une certaine marge de manœuvre financière à ce moment-là. Le nouveau quartier était bien meilleur. Il n'y avait pas d'immeubles délabrés, de petits pubs ouverts 24h24, ni d'autres signes d'un quartier en difficulté. Le nouveau lotissement était plus adapté à une vie familiale confortable. Et, logiquement, l'école locale était meilleure. Alejandro n'était pas trop mécontent, mais on ne pouvait pas en dire autant de Fina. Elle avait encore beaucoup d'amis à son ancienne école. Maman, et Tia? Comment puis-je les laisser avec Carla? Elle se dispute sans arrêt sans moi. La fille pleurait. J'aime cette école. Je n'en veux pas d'autre. Ses parents ont sincèrement essayé de la soutenir, lui expliquant que dans sa nouvelle classe, elle aurait l'occasion de se faire de nouveaux amis. De plus, la magnifique aire de jeu juste devant les fenêtres de l'immeuble a contribué à l'émergence d'un nouveau cercle de connaissances où des enfants d'âge différents jouaient chaque jour. Sandra appréciait la nouvelle école. Les enfants ici n'étaient pas collants. Personne ne la forçait à se faire des amis ou à rejoindre un groupe. Il était livré à lui-même, et cela lui plaisait vraiment. Ses études se déroulaient sans problème. À un moment donné, il lui a semblé que c'était trop facile. Cependant, les professeurs ont donné une réponse parfaitement logique à cette hypothèse. Alejandro s'est avéré être un garçon très doué. À la fin du premier semestre, on a proposé aux parents de le transférer dans une classe spécialisée. Bien sûr, personne n'a refusé cette opportunité d'offrir à l'enfant une meilleure éducation. Mon fils, c'est une véritable bénédiction. Tu es tout simplement incroyable, d'être l'un des meilleurs dans une si bonne école. Répéta sa mère avec une fierté non dissimulée le jour où le directeur les appela. Et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est définitivement détraqué. On ne pouvait accéder à la classe spécialisée que grâce à de bonnes notes ou à des parents aisés. Et ici, la deuxième option prévalait. Les enfants riches comprenaient immédiatement de quoi il s'agissait. Dès le premier jour, ils se sont rassemblés autour de lui comme des mouches autour d'une goutte de miel. Ils l'ont scruté, ont observé ses actions, tirant des conclusions que seuls comprenaient. Il se démarquait des autres enfants. Sandra se distinguait par sa modestie, son vieux téléphone et ses vêtements simples. À leurs yeux, le nouveau venu n'était qu'un simple nerf incapable de se défendre. Et avec ces conclusions, les jours difficiles d'Alejandro commencèrent, où il n'eut d'autre choix que de subir le harcèlement. Bien sûr, il raconta ce qui se passait à ses parents. Impossible d'échapper aux vêtements usés ou aux manuels déchirés. Mais Sandra comprenait parfaitement. Maman, ce n'est rien. Il s'est justifié auprès de la femme inquiète. Les adolescents sont stupides. Je sais que cette école est bonne, et je n'aurai pas d'autre chance d'obtenir un tel diplôme. Mon fils, on peut te transférer dans une école du quartier voisin.
Elle pressa le torchon froissé contre sa poitrine, essayant de chasser les tremblements d'anxiété. Aucun diplôme n'a plus de valeur pour moi que ta propre santé. On pourrait peut-être aller voir le directeur et discuter de cette situation. Le père, resté tranquillement assis sur la chaise près de la fenêtre ouverte pendant tout ce temps, posa la cigarette sur le bord du cendrier. Il fronça les sourcils, regarda sa femme, toussa dans son poing et dit d'un ton sévère, « Bon, va voir le directeur, parle-lui des mauvais élèves qui harcèlent ton fils. » Il marqua une pause significative. « As-tu pensé à la façon dont ils traiteront Sandra plus tard ? Comme un fils à maman, un mouchard, une mauviette. Les adolescents ne deviennent plus durs que lorsque les adultes s'immiscent dans leurs affaires. Laisse-le gérer ça lui-même, comme un vrai homme. Il a déjà pris sa décision de rester. Plus besoin que sa mère rôde pour ramasser la morve de l'enfant. » Le garçon regarda son père, plein d'émotion. D'un côté, il voulait le remercier d'avoir soutenu son point de vue. Mais de l'autre, l'opinion de Sandro sur les adolescents semblait pessimiste. C'était même un peu blessant de l'entendre dire ce que les garçons pourraient penser de lui s'il essayait de demander de l'aide. Ils ne peuvent pas être tous aussi méchants, non ? Alejandro baissa la tête. Bien sûr, il se sentait terriblement mal à l'aise dans cette nouvelle classe, mais valait-il la peine de l'exprimer si durement ? Et tu ferais mieux de leur donner une bonne réponse. Il suffit de montrer tes dents à la bande de chacals, et ils se disperseront, ajouta l'homme d'un ton sec avant de reprendre sa cigarette. Alors, ne vont-ils pas continuer avec une vigueur renouvelée si nous résistons ? Il me semble que cela ne fera que les provoquer davantage, murmura Sandro en se frottant l'épaule où un bleu récent la lançait encore. C'est sans espoir. Impossible de lutter, impossible de supporter, impossible même d'appeler les adultes. Que pouvons-nous faire ? On pourrait aussi leur mettre une bonne claque. Ça suffit. Sa femme l'interrompit. Les enfants d'aujourd'hui sont faits d'une toute autre étoffe. La force ne fonctionne plus contre eux. Tôt ou tard, ils nous dénonceront même à la police. Leurs parents sont riches. C'est facile pour eux de faire passer notre garçon pour un coupable. Je vous le dis, transférons-le dans une autre école, et c'est tout. Et je vous le dis, le garçon a le droit de choisir l'école qu'il veut fréquenter, une bonne école ou une école ordinaire. Et notre fils a fait son choix. S'il ne sait pas comment résoudre ses problèmes, qu'il subisse ses difficultés. Il endurera jusqu'à ce qu'il en ait assez, qu'il tire des conclusions et qu'il leur offre un spectacle. La femme était implacable. Le cœur d'une mère se serrait à l'idée que quelqu'un puisse faire du mal à son enfant. Elle resta silencieuse une minute, puis continua à insister auprès de son mari. « Alors, où regardent les enseignants ? Vous avez répondu à votre propre question. Les parents ont beaucoup d'argent, alors leurs enfants peuvent tout faire. Ces gamins s'en donnent à cœur joie, tandis que les enfants des ouvriers ordinaires sont désavantagés. Ces enseignants se moquent éperdument du sort d'un simple garçon. Toutes ces disputes ont été suivies d'heures de disputes. Les parents se disputaient rarement, alors Sandro se sentait doublement coupable. Il n'aimait pas être la cause de la dispute. Le garçon soupira lourdement et se dirigea vers sa chambre. Même de là, il entendait des bribes de phrases des adultes en train de se chamailler. Ils parlaient tous deux de l'incapacité d'Alejandro à gérer les choses seul. Mais ils ne contestaient pas cette affirmation. En demandant à être maintenu dans cette école, il comprenait parfaitement que le harcèlement continuerait, qu'il n'aurait pas assez d'argent pour s'occuper de ses enfants. Il comprenait qu'il se mettait dans une impasse. La qualité de l'éducation était plus importante pour lui que l'honneur. Cette façon de définir ses priorités le distinguait de ses pairs. Ses coéquipiers le soutenaient de toutes les manières possibles, et cela suffisait à Alejandro. Il savait qu'il n'était pas seul au monde et que des gens, en dehors de sa famille, se souciaient de lui. Avec un soutien adéquat, il a pu supporter les quelques années qui lui restaient. Et à l'école, tout continuait comme d'habitude. Dès que Sandro entrait en classe, toute l'attention était attirée sur lui. Le garçon eut à peine le temps de s'asseoir que les premiers tyrans s'approchèrent de lui. « Dis donc, l'intello !» s'écria une fille au maquillage provocateur, « Tu veux bien me laisser recopier les devoirs ?» Sans attendre de réponse, elle attrapa le cahier de Sandro et tenta de le tirer vers elle.
Mais dès que le propriétaire le lui arracha brusquement des mains et le remit en place, le visage du tyran changea. « Tu ne m'as pas compris ? Ce n'était pas une question, idiot. » Elle attrapa le carnet par le bord et essaya de le tirer à nouveau. « Reste tranquille et ne bouge pas tant que tes os ne sont pas intacts. » Alejandro, distrait par son téléphone, leva la tête et, l'air déterminé, frappa violemment son carnet. Le bruit de l'impact fit sursauter les personnes présentes, figées dans l'attente d'un spectacle. Attendant que Lucia ouvre la bouche pour dire quelque chose, le type prit la parole en premier. « Regarde, tes laquais et tes hommes de main me brisent les os. Papa te couvre avec la police. Tu obtiens satisfaction et tu restes heureux. » Il n'en revenait pas du ton assuré avec lequel il avait soudain parlé. « Et après ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Les os guériront, les bleus s'atténueront, on paiera les frais médicaux. Alors, à quoi bon ? Tu te bats pour on ne sait quoi depuis 6 mois déjà. Quel est ton objectif ? » L'espace d'un instant, Lucia resta stupéfaite. Sandro n'avait jamais tenté de s'opposer à qui que ce soit auparavant. Réalisant rapidement que son autorité auprès de ses camarades diminuait à chaque seconde, la jeune fille se mit à improviser. « Il n'y a pas de fin, » rit-elle au nez de Sandro. « Tu es tellement pathétique que tu demandes une raclée. Regarde-moi ta tête de con, loser. Tu n'as rien à faire ici. Considérez qu'il est de notre devoir de vous le rappeler constamment. » Les laquais rirent avec leur meneur et se dispersèrent à leur place. Alejandro observa chacun d'un regard rempli de colère et de déception. Apparemment, ils savouraient pleinement leur impunité. Père avait raison, il devait au moins essayer de se défendre. Il serait alors soulagé et pourrait sortir sa fierté de la boue dans laquelle il l'avait piétinée. Pendant ce temps, la petite Fina s'est rapidement liée d'amitié avec sa nouvelle classe. Elles se retrouvaient souvent dans la cour de l'école et passaient du temps ensemble. Globalement, les inquiétudes de la fillette étaient infondées. Elle avait effectivement trouvé de nouveaux amis. Mais une chose attristait son cœur d'enfant, pendant les récréations, elle voyait souvent son frère aîné se faire harceler. Sandro interdisait formellement à sa sœur de l'approcher dans ces moments-là. Il ne voulait pas que Seyenne la prenne aussi pour cible. Et Serafina ne voulait pas qu'il soit triste. Cependant, son désir de soutenir son frère en toute chose l'empêchait de désobéir à ses interdictions, et la jeune fille se contentait souvent d'observer la scène avec tristesse. Un jour, sa mère chargea Fina de porter le déjeuner de Sandro, qu'il avait oublié sur la table le matin. Consciente de sa faible responsabilité, la jeune fille courut vers sa classe en sautillant. Ses cheveux brillants, bouclés, couleur chocolat noir, flottaient au vent sous son allure rapide. Elle fit irruption dans la salle de classe et s'arrêta sur le seuil, scrutant la pièce du regard à la recherche de son frère. Fina repéra son bureau, mais ne le vit nulle part. « Et, tu es perdu ou quoi ?» demanda Lucia avec une gentillesse inhabituelle. « Je peux peut-être t'accompagner au bon cours. »« Non, je cherche mon petit frère. Maman a dit de lui donner son déjeuner. » « Est-il sorti quelque part ?» Les adolescents échangèrent un regard. Leurs visages s'illuminèrent d'un sourire prédateur tandis qu'ils se rapprochaient rapidement de la fille, comme s'ils l'encerclaient. « Oh, alors tu es la sœur de Sandro. » Alejandro retourna en classe. Il était allé aux toilettes, ignorant complètement que sa sœur lui avait été envoyée. Plus il approchait de la porte, plus un sentiment d'inquiétude grandissait dans sa poitrine, comme un pressentiment. Il s'était tellement habitué à l'ambiance de la classe qu'il s'était habitué à cette sensation, mais cette fois, quelque chose clochait. En entrant, il vit un spectacle répugnant. Sa sœur hurlait à plein poumon, des feuilles de laitue et des morceaux de poulet coincés dans ses épais cheveux. À côté d'elle, Julio riait sans retenue, tenant un sac de nourriture vide. Sandro serra les poings malgré lui à cette vue. « Sandro » supplia la petite fille en larmes, « Sandro, dis-leur. Arrête-les, grand frère. » Mais Sandro resta silencieux. De colère, il serra les mâchoires si fort que ses muscles tendus étaient visibles à l'œil nu. Il ignora tout le monde, sauf Julio. Il le fixa droit dans les yeux, insolent et moqueur. Au lieu de le confronter bruyamment, il s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. « Parlons-en. » Il y avait tellement d'inflexibilité dans cette courte phrase que les moqueurs réduisirent momentanément leur sourire.
Julio, regardant Sandro, ricana involontairement. Le problème, c'est qu'Alejandro avait toujours été ce gentil géant. Un homme grand et bien bâti qui ne s'engageait jamais dans une confrontation ouverte. Et une telle proposition de parler ne lui semblait plus ni pitoyable ni drôle. Mais il ne pouvait pas reculer. Sa réputation dans la classe était en jeu. Derrière les deux garçons, qui chuchotaient entre eux, les autres participants au harcèlement se rapprochaient lentement. « Frère, où vas-tu ? Ne pars pas, attends-moi ici. »« Ne t'inquiète pas, fini, » dit le frère aîné. Et avant de partir, il sortit des lingettes humides de son sac et les tendit à sa sœur. La jeune fille acquiesça silencieusement. Dans ces moments-là, elle faisait plus confiance à son frère qu'à quiconque. Des situations similaires s'étaient produites dans l'ancienne école, et elle savait parfaitement comment cela pourrait se terminer. Tout comme elle savait qu'elle ne voulait pas y assister. Le cortège sortit dans la cour. Voyant la foule animée d'adolescents passer, les enseignants se sont immédiatement précipités vers le bureau du directeur, pressentant un problème. Mais personne ne les a suivis. Nombre d'entre eux se sont contentés d'observer la situation depuis leur fenêtre. L'équipe enseignante était composée en majorité de femmes incapables de faire quoi que ce soit, voire susceptibles de se blesser. Une fois Sandro et Julio un peu à l'écart de la foule, Sandro attrapa brutalement Julio par le col et le repoussa, le plaçant à quelques pas de là. Ce geste fut immédiatement suivi d'un rire joyeux, et le tyran, dissimulant soigneusement ses craintes, feignit un sourire narquois. Alejandro l'observait de haut en bas, gardant un silence de fer. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire, nerf ? Me brûler avec ton regard malicieux ?» Julio esquissa un sourire narquois, la voix tremblante. « Tu veux peut-être le savoir ?» L'adversaire laissa échapper un rire hautain et fit 2 pas vers Alejandro. Ces 2 derniers pas. Tout se passa très vite, on n'entendit qu'un bruit sourd et un froissement de vêtements. C'était un coup précis et bien placé, qui atterrit en plein dans la mâchoire du type, et cela suffisait. Julio s'effondra maladroitement au sol, exécutant une étrange pirouette. « Quoi ?» cria Lucia, incrédule, un sentiment partagé par tous. Les adolescents échangèrent des regards perplexes. Aucun d'eux n'avait même envisagé la possibilité que l'introverti du lycée puisse réussir une telle chose. Mingo émergea de la foule, observant prudemment le vainqueur. Il semblait frapper son ami, mais Sandro ne s'en inquiétait pas. Il porta son poids sur ses jambes et poussa violemment Domingo avec sa poitrine, le projetant dans les airs. L'adrénaline coulait encore dans ses veines, et Alejandro était prêt à continuer si nécessaire. Mais les témoins comprenaient la situation et n'avaient aucune envie de s'approcher. Sandro s'approcha de lui et la foule se dispersa aussitôt, lui permettant de retourner à l'école. Mais au lieu de le faire, il se plaça de manière à ce que tout le monde puisse l'entendre et le voir. « Fais ce que tu veux de moi, » dit-il d'une voix inhabituellement forte et grave, « mais porte la main sur ma sœur, et je vous briserai tous la gueule, et rien ne pourra les réparer. » Clair ? Alejandro jeta un coup d'œil à son poing. La peau pelait légèrement sur les articulations, et de fines gouttes de sang perlaient sur les bords. Après tout, personne ne savait qu'avant de se mettre au crossfit à l'école primaire, il pratiquait la boxe, remportant même toutes les premières places de sa catégorie d'âge. Mais personne ne leur a posé de questions. Pour eux, Sandro n'était qu'un grand garçon tranquille. Maintenant, tous ses camarades connaîtraient leurs limites. Le directeur, un homme d'âge mûr aux tempes légèrement grisonnantes, accourait déjà. « Qu'est-ce que cela signifie ? Que faites-vous ici ?» Il se fraya un chemin à travers la foule et, arrivé au centre du cercle, aperçut immédiatement 2 garçons allongés par terre et Sandro, la main blessée, un peu à l'écart. « Toi ? Et où vas-tu ? Tu es le meilleur élève. Ma sœur est en 5e classe, et quelqu'un a renversé de la nourriture de sa boîte à lunch sur elle. Elle est en colère, et maintenant ses vêtements sont tout sales. » Il a grogné de colère, alors pendant que tout le monde vaque à ses occupations, je vais la rejoindre. Quelque part, Julio se mit à gémir de douleur, reprenant peu à peu ses esprits. Pendant ce temps, Alejandro ignora les remarques furieuses du directeur et passa devant lui. Comme il l'avait mentionné plus tôt, il devait retrouver sa petite sœur. Il prévoyait de gérer toutes les conséquences le lendemain. Aujourd'hui,
sa scolarité était terminée. Après avoir récupéré sa sœur, il l'accompagna jusqu'au foyer, puis se rendit dans sa classe, où il rassembla ses affaires et expliqua brièvement la situation à son professeur. Le directeur l'a intercepté à l'entrée. Au lieu d'une conversation disciplinaire dans son bureau, Sandro a proposé qu'il discute en marchant avec sa sœur jusqu'aux portes de l'école. Malgré son mécontentement apparent, l'homme a accepté. Constatant la situation de Serafina, lui-même père de 2 filles, il éprouva de la compassion pour elle. Il n'imaginait pas ce qu'il ferait à la place de son élève. En sortant de l'école, il apprit également le harcèlement prolongé dont Sandro était victime, ce qui fut pour lui une véritable révélation. Apparemment, les professeurs ne voulaient pas faire d'histoire supplémentaire, ce qui a conduit à de tels incidents. Cependant, se souvenant des parents du camarade d'Alejandro, il ne voulait pas lui-même provoquer de troubles. Les motivations du garçon lui étaient claires. Il prévint le garçon qu'il devrait de toute façon appeler ses parents, ce à quoi le garçon acquiesça silencieusement. C'est là qu'ils se séparèrent. À la maison, ses parents l'attendaient déjà. Alors que sa mère était extrêmement mécontente de la nouvelle, son père souriait fièrement. Ce sourire narquois ne se lisait que lorsqu'il se sentait un vainqueur absolu. Il rit doucement, s'installa confortablement dans son fauteuil et commença à expliquer. Pendant que tu courais dans la cuisine comme un poulet sans tête, juste après le directeur, le père du scélérat m'a appelé. Un homme bien, je dois dire. Il a ri de nouveau, s'attirant un nouveau coup de torchon. Ils ne feront rien à notre Sandro. Le monsieur ne portera pas plainte, affirmant que notre garçon avait agi en toute bonne conscience. Il l'a même félicité pour sa précision. Ils nous demanderont juste de payer la facture d'hôpital de Julio. Sandro a un peu abusé de sa force, alors cet idiot va porter un bandage pendant les 2 prochaines semaines. Tu entends ça, fiston? Tu lui as déboîté la mâchoire. Le père éclata d'un rire moqueur, si joyeux qu'il ne prêta même pas attention aux coups et aux plaintes de sa femme. Une fois calmée, la femme se tourna vers leur fils. Elle lui lança un regard sévère et se leva, les mains sur les hanches. On paiera avec ton argent de poche, d'accord, fiston? D'accord, marmonna le garçon avec indifférence, puis il retourna dans sa chambre. Pendant plusieurs jours, à l'école, tout resta silencieux. Les adolescents discutaient encore de l'incident dans la cour, tandis que Julio, la tête bandée, fixait silencieusement son ennemi du regard. C'était une humiliation totale. Ce qu'il avait demandé, une provocation, pouvait difficilement être qualifié de bagarre. De plus, il a non seulement perdu, mais s'est retrouvé à l'hôpital. Julio nourrissait une rancune contre cette tête brûlée. Pendant ce temps, Sandro, discrètement, commençait à apprécier l'atmosphère calme de la classe. 3 jours plus tard, Serafina disparaissait. Sandro et Serafina terminaient souvent leurs cours à des heures différentes. Mais l'école était à 2 pas de chez eux, alors personne ne pensait que quelque chose pouvait arriver à la jeune fille en seulement 5 minutes. Un jour, elle n'est tout simplement pas rentrée de cours, son téléphone était injoignable, personne n'a vu ce qui s'était passé. Les parents ont immédiatement signalé la disparition de leur fille. Alejandro était anéanti, son visage était encore plus sombre et sa peau avait pris une teinte grise. Hormis ses amis joueurs, il n'avait personne avec qui partager son chagrin. Sa mère fut frappée par la tragédie, et son père commença à disparaître fréquemment, rentrant à la maison avec une forte odeur d'alcool. À la maison, il ne trouvait aucun réconfort. Il devait aussi réconforter sa mère et l'aider à la maison. La femme ne pouvait plus coudre de vêtements. Chaque fois qu'elle prenait les patrons en main, elle se rappelait comment sa petite fille s'asseyait à côté d'elle et l'aidait. L'argent de la famille diminuait. Le père buvait. Il devenait violent, constamment mécontent, voire agressif. Il commençait à sécher le travail, ne prenant même pas la peine de dissimuler ses absences. La police a rassuré la famille, promettant qu'elle leur rendrait leur fille d'un instant à l'autre. Mais cela n'a jamais eu lieu, ni une semaine ni un mois plus tard. Serafina a tout simplement disparu. À l'école, les camarades de Sandro remarquèrent rapidement ces changements. Ses vêtements paraissaient encore plus bon marché, et il arrivait parfois habillé de manière inappropriée pour la météo.
Mais ce qui intéressait le plus les adolescents, c'était l'indifférence totale avec laquelle ce garçon autrefois populaire commençait à réagir aux moqueries. « Dis donc, l'intello, tu as peur pour ton sort ?» lui demanda Lucien un jour. « Tu as décidé d'arrêter de te moquer, hein? C'est la bonne chose à faire, tu as juste eu de la chance avec le père de Julio. » Sandro lui lança un regard vide, puis baissa la tête, fixant le bureau. Ce scénario ne plut pas du tout à la jeune fille. Elle renifla, puis pointa vigoureusement son doigt vers le front du garçon, le forçant à lever la tête et à la regarder. « Tu as complètement perdu la boule ? Je te parle, n'ose pas m'ignorer. Puis-je te demander quelque chose ? » Lucia haussa un sourcil droit, surprise. « Une demande ? De lui à elle ? » Cela semblait intriguant, et finalement, le garçon réagit. La fille croisa ses bras élégants sur sa poitrine, comme pour lui signifier par son allure qu'elle lui accordait la parole. Disparaître. Lucia éclata de rire. Sa réaction fut immédiatement reprise par tous ceux qui regardaient et entendaient leur conversation. Parmi eux se trouvait Julio, dont le bandeau avait été retiré depuis longtemps. L'homme se leva de son siège, d'un pas lent et nonchalant, se dirigea vers le bureau de Sandro. « Mon pote, on dirait que tu as repris courage », commença-t-il au milieu d'un rire arrogant. « Notre dernière conversation ne s'est pas très bien terminée, mais je pense que tu as besoin de réviser ta communication avec tes camarades. Qu'en penses-tu ? Il serait peut-être temps de se refaire une beauté ? Hein, Sandro ? » Alejandro reporta doucement son regard sur Juan. Il soupira lourdement. « Alors ton père peut nous envoyer une autre facture d'hôpital après ? » Non, merci. Les yeux de Julio se plissèrent, son visage légèrement rouge, tandis qu'un rire étouffé grondait parmi ses camarades. Il remarqua le mince homme assis au premier rang, qui observait l'interaction entre les deux adversaires avec un intérêt non dissimulé, même s'il semblait réticent à rire de Julio. « Dis donc, Chu, appela Julio, pourrais-tu sortir un instant ? » Le garçon sourit lorsque le moqueur s'adressa à lui. Il avait déjà une idée de ce qui allait se passer, alors il se leva immédiatement et marcha d'un pas rapide vers la sortie. Sandro, comme prévu, resta calme. Les pitreries de ses camarades ne l'intéressaient pas, toutes ses pensées étaient tournées vers Litlefina. L'amertume de la perte l'emportait sur le sentiment de fierté bafouée. Et maintenant, mes amis, le spectacle commence. Julio annonça haut et fort en sautant sur le bureau voisin. Ton fidèle serviteur va maintenant te montrer les merveilles du dressage canin. N'est-ce pas, Sandro ? Tu es un humble chien des quartiers pauvres, qui a besoin d'apprendre à se comporter correctement dans une société civilisée. La colère montait lentement dans la poitrine d'Alejandro, mais il n'avait pas la force de résister. Il voulait juste que personne ne remarque son existence, qu'on le laisse tranquille, qu'on l'ignore, qu'on le boycotte. N'importe quoi, pourvu qu'on le laisse seul avec ses pensées. Mais Julio persista. Il sauta du bureau et arracha de force le sac à dos de Sandro au dossier de sa chaise. Sandro ne prit pas la peine de tendre la main pour attraper la sangle, il savait qu'il finirait par le lui rendre. Il y était habitué, et le premier ordre du jour était « va chercher ». Sandro leva soudain les yeux, et la dernière chose qu'il remarqua fut son sac à dos qui volait par la fenêtre ouverte de la classe. Il se leva, la chaise s'écrasant sur le côté, et tous les présents éclatèrent de rire. Julio s'était déjà mis en position défensive, prêt cette fois à encaisser les coups de Sandro. Puis, par la fenêtre ouverte, la voix de Chu retentit. « Et dis donc, Julio, regarde. » L'homme jeta un bref coup d'œil en direction de Sandro, qui n'avait encore rien fait, et s'approcha de la fenêtre. Là, le garçon brandissait un des prospectus qui s'était échappé du sac à dos ouvert d'Alejandro pendant son vol. Un silence pesant régnait dans la classe. Sandro s'assit de nouveau à sa place, cette fois en soufflant sur un des tracts. Le texte disait « Avez-vous vu cette fille ?» avec la photo de Serafina imprimée au milieu. En dessous se trouvait une description de son apparence et du dernier jour où elle avait été vue dans le quartier. Plus personne n'avait envie de plaisanter. Tout le monde tenait ses tracts, se souvenant du jour où ils avaient décidé de taquiner Fina. « Toi. Comment vas-tu » demanda Julio, la voix teintée de culpabilité. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Sandro eut un sourire ironique.
Il remonta la manche de son pull sur son poignet et s'essuya les yeux humides. On dirait qu'on est loin d'être assez amis pour partager de telles choses. C'est vrai, mais on est quand même humain, non? Vraiment? Je n'ai rien remarqué d'humain chez toi ces 6 derniers mois. Les adolescents ont grimacé à cette remarque et ont détourné le regard. Tu m'as harcelé, puis tu t'en es pris à ma sœur. Tout ça parce que mes parents ne sont pas des hommes d'affaires. Est-ce que ça me distingue des autres êtres humains? Ou peut-être que tu penses agir humainement? Écoute, mon pote. Je ne suis pas ton pote, d'accord? C'est inutile. Si ta conscience s'est réveillée, mieux vaut me laisser tranquille. Et sa demande a été acceptée. Le lendemain, personne ne l'aborda. Certains commencèrent même à le saluer. Mais Julio et Lucia, en fauteurs de troubles invétérés, craignaient de le croiser à nouveau. Sandro soupira de soulagement. La journée s'était déroulée sans incident, mais à son retour, une véritable surprise l'attendait. Dans le salon, il y avait une dizaine d'adultes, et plusieurs autres dans la cuisine. Sandro les avait tous déjà vus à l'école. C'étaient les parents de certains de ses camarades. Des sacs de courses étaient posés dans le couloir. On ne comprenait pas pourquoi on avait besoin d'autant de nourriture. Parmi ces sacs se trouvaient aussi des sacs de vêtements. Le garçon observait tout le cortège, incapable de comprendre ce qui se passait. « Mon fils, te voilà », dit affectueusement sa mère, visiblement après avoir pleuré longtemps avant son arrivée. Ces messieurs ont découvert Fina. Ils sont venus nous aider. Alors tu as fait le tour en montrant le visage de mon fils, a dit l'un des hommes d'un ton menaçant, puis, contre toute attente, il a ri. Ça, c'est un battant. Mon fils avait besoin d'être secoué depuis longtemps. Je dois te reconnaître qu'après 2 semaines avec une muselière, il est devenu plus calme. Désolé pour la facture d'hôpital, mais je ne pouvais pas laisser mon coquin tranquille. Pas vrai? Alors, c'est normal, il a droit à une luxation et une raison de réfléchir à son comportement la prochaine fois, tandis que toi, tu as droit à des sanctions mineures et une raison d'éviter une bagarre la prochaine fois. Ma fille a rapporté un des tracts de l'école. On nous a dit qu'après les cours, on les placardait discrètement dans la ville. C'est incroyable qu'aucun d'entre eux n'ait attiré notre attention, a ajouté avec sympathie la femme, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa camarade de classe Adla. Vous avez dû endurer tant d'épreuves à cause de nos enfants. De l'aide pour les recherches, de l'argent, tout cela, c'est le moins que nous puissions faire pour expier leur culpabilité. Après ces mots, la mère d'Alejandro s'est à nouveau émue et a caché son visage dans sa main. Sandro regarda autour de lui, mais il ne vit son père nulle part. Fixant sa chaise désormais vide, il allait poser sa question, mais sa mère l'en empêcha. Le traitement à la clinique était payé par ton père. Il en a besoin maintenant. Il en a besoin maintenant, la femme s'approcha de son fils et le serra doucement contre sa poitrine. Ne lui en veux pas, mon fils. Chacun a fait son deuil du mieux qu'il a pu. On attendait les cupcakes que la mère d'Alejandro avait décidé de préparer à la hâte. Il n'y avait pas assez de coupes pour tout le monde, et, dans un rire gêné, la femme a dû en demander à ses voisins. Après avoir clarifié la situation de la famille, traversée par une tragédie, des hommes d'affaires compatissants commencèrent à se disperser, louant l'hospitalité de l'hôtesse. Ils promirent tous de mettre à profit leurs relations pour accélérer les recherches de Serafina, disparue. 5 jours plus tard seulement, son sort était connu. Il y a plusieurs années, Marcela Castillo a perdu sa fille dans un terrible accident. La petite Tio était un enfant tardif et tant attendu. Le mari de Marcela est décédé peu après les funérailles de leur fille, son cœur n'ayant pas pu supporter un tel choc. Le psychisme de Sonora Castillo ne pouvait supporter un tel chagrin. Pendant des années, elle a caché sa tristesse, ce qui a entraîné le développement de graves troubles mentaux. Ainsi, lorsqu'elle a vu dans la rue une fille qui ressemblait étrangement à sa fille décédée, elle n'a pu distinguer la réalité de ses illusions. Elle a pris la petite Fina, l'a attirée dans sa voiture par la ruse et l'a emmenée dans sa modeste maison, en dehors des limites de la ville. Cet incident était si absurde qu'il était difficile d'y croire. La femme n'a pas laissé Fina sortir, lui a confisqué son téléphone et a surveillé ses moindres faits et gestes, craignant que sa fille ne disparaisse à nouveau. Pendant tout ce temps,
Serafina était en parfaite santé, les médecins n'ont détecté aucun problème autre qu'une psychose liée au stress. La femme a été envoyée de force en traitement. La famille a été réunie. 2 semaines plus tard, le père quitta la clinique, incapable de retenir ses larmes de joie et sa sincère gratitude envers ceux qui l'avaient aidé à retrouver sa petite fille. 1 an plus tard, Sandro retrouvait enfin ses camarades de classe. Ils étaient alors au lycée et passaient souvent du temps ensemble. Ils comprirent que la richesse d'une famille ne détermine pas l'identité d'une personne. Giulio demanda même à Sandro de lui apprendre à frapper correctement. La petite Fina s'est remise des effets du stress intense et est redevenue la petite fille joyeuse et active qu'elle était auparavant. 5 ans plus tard, la famille a reçu une lettre inattendue. Marcella y demandait sincèrement pardon pour cet incident insensé, tout en les remerciant. Le traitement forcé l'a aidée à surmonter son chagrin et elle pouvait désormais se considérer comme une personne en bonne santé. Dans sa lettre, elle racontait toutes les horreurs qu'elle avait endurées, décrivant le processus de traitement. Ligne après ligne, la lettre se résumait à des excuses répétées, et malgré cela, à travers le papier, on sentait que cette femme n'était plus la Marcella Castillo dont la folie l'avait poussée à voler l'enfant d'autrui. Et en décrivant les résultats de la thérapie, elle a ajouté que ce traitement lui avait permis d'oser se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, car là, à la clinique, elle a rencontré un veuf avec qui ils ont suivi une rééducation ensemble du début à la fin. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé l'histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.